Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, le Conseil européen crucial qui est en cours. En cette fin d'année 2025, les Européens ont encore de très nombreux dossiers à étudier et c'est pour cela que les 27 se réunissent ces jours-ci lors d'un important Conseil européen. À Bruxelles, il est en ce moment question d'Ukraine, évidemment. Alors que les négociations semblent progresser, les membres de l'Union européenne tentent de se mettre d'accord sur les avoirs russes gelés. Près de 200 milliards d'euros qui pourraient permettre de faire un prêt à Kiev, mais les oppositions sont encore nombreuses. Dans le même temps, Emmanuel Macron doit évoquer avec ses homologues le sujet du Mercosur, l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud qui suscite la colère des agriculteurs français. Au milieu de tout cela, plus discrètement, les Européens tentent aussi de fixer ce qu'on appelle le cadre pluriannuel, des orientations financières pour 2028-2034 qui vont définir les dépenses des années à venir. Une discussion essentielle alors que la situation économique de l'UE inquiète. Et pour comprendre ce dont doivent tenir compte les Européens lors de leurs échanges, on va s'intéresser aux prévisions économiques pour l'année 2026. Pour cela, j'ai fait appel à Muriel Breyman, rédactrice en chef adjointe du service économie de l'Express. Bonjour Muriel. Bonjour Charlotte. Quand on parle de prévisions économiques, on s'intéresse surtout à la croissance. Alors Muriel, quelles sont les estimations pour l'Europe l'année prochaine ? Alors au global, la croissance de la zone euro devrait se situer un peu au-dessus de 1% en 2026, ce qui est quand même assez morose, mais dans la lignée de 2025, compte tenu d'un moteur de la demande qui est toujours assez faible. Dans le détail, en termes de croissance, c'est surtout l'Allemagne qui va faire l'actualité. On attend un petit coup de boost, un réveil après des années d'atonie de la croissance économique grâce au plan d'investissement massif de 500 milliards d'euros porté par le chancelier Merz. Mais il faut rester prudent car on n'a pas encore le détail de ce à quoi il va servir, dans quoi il va être dépensé. Est-ce qu'il va être dirigé vers de nouveaux investissements ou vers des investissements qui étaient déjà prévus ? Ce qui compte, ce sont bien sûr les fonds qui seront débloqués en plus. Si cet argent est alloué à des investissements dans la défense, eh bien ça ne profite pas forcément à l'Allemagne et à sa croissance, car les commandes vont se faire auprès des industriels américains, les besoins étant immédiats. On espère que ce plan va plutôt financer les infrastructures, car ça, c'est positif pour l'économie. S'il finance des baisses d'impôts, c'est beaucoup moins intéressant, car une partie sera épargnée par les ménages. Malgré tout, cet effort budgétaire sera de très loin le plus gros des pays de la zone euro. Justement, qu'en est-il concernant la France ? Alors l'INSEE vient d'annoncer une croissance attendue pour 2025 de 0,9%. Et elle s'annonce du même ordre, voire un peu plus pour l'an prochain. À ce titre, les choix budgétaires qui se dessinent aujourd'hui seront déterminants. La tendance n'est pas à la restriction budgétaire, pas autant que ce qu'on pourrait espérer compte tenu de l'état des finances publiques. Mais on n'est bien sûr pas non plus dans une phase propice à l'expansion. La politique budgétaire en Italie devrait elle aussi être restrictive, le niveau d'endettement étant encore très élevé. Mais le pays est dans une autre situation que la France, car il bénéficie, comme les autres pays du sud de l'Europe, des fonds Next Generation EU. C'est ce plan de relance sous forme de subventions et de prêts créé au moment du Covid pour soutenir les économies européennes. Ce programme arrive en fait à son terme en 2026. Donc 2026 sera plutôt une bonne année pour ces pays, je pense surtout à l'Italie et à l'Espagne, car ces fonds vont encore booster leur croissance. Mais il y a un côté un peu artificiel, temporaire surtout. On devrait quand même voir les PIB italiens et espagnols progresser de l'ordre de 2% l'an prochain, avant un très probable ralentissement en 2027. D'autant qu'en Italie, par exemple, les investissements des entreprises dans les équipements restent faibles et la productivité aussi. Muriel, cette année concernant l'économie européenne, on a beaucoup parlé de deux sujets, les droits de douane imposés par l'administration Trump et l'afflux de produits chinois. Est-ce que cette situation va perdurer en 2026 ? Oui, les droits de douane américains ont déjà commencé à freiner la croissance des économies européennes et il ne faut surtout pas compter sur le fait qu'ils soient jugés illégaux parce que l'administration Trump trouvera toujours d'autres moyens pour imposer des taxes. Dans le même temps, l'Europe doit faire face à un afflux de produits chinois qui, faute de pouvoir être écoulés aux États-Unis, sont déversés chez nous. Les Chinois gagnent des parts de marché en Europe, dans la chimie, les véhicules électriques. Face à cette offensive, la réponse européenne, il faut bien le dire, est bien trop timide. Les États-Unis, le Canada ou même la Turquie n'hésitent pas à imposer des droits de douane de 100% sur les véhicules électriques chinois. L'Europe, elle, a appliqué des taxes allant de 10 à 35% selon les constructeurs.
Alors cette timidité, on peut l'expliquer par le fait qu'on est trop divisé. On a des intérêts différents, chaque pays défend sa maison, protège son industrie. Et on l'a beaucoup dit ici, pour avancer, il faudrait plutôt jouer collectif au niveau européen. Oui, par exemple en se donnant la possibilité d'emprunter collectivement, c'est-à-dire en émettant des obligations à l'échelle européenne. Pour les États les plus endettés, ça donnerait des marges de manœuvre supplémentaires, de la dette qui ne serait pas contrainte par les exigences communautaires, des 60% d'endettement rapportés au PIB. Cette idée d'un emprunt commun faisait partie des préconisations du fameux rapport Draghi. Cette dette européenne permettrait de mobiliser l'épargne, de réduire le coût de la dette, d'attirer des investisseurs internationaux aussi, car ce serait un produit recherché et sûr. Mais c'est un sujet qui ne fait pas consensus entre les Européens, comme beaucoup de questions économiques. On le sait bien, c'est difficile et laborieux d'avancer à 27. Et d'ailleurs, on parlait à l'instant du rapport Draghi. Sur les 170 propositions de cet ancien président de la Banque centrale européenne pour relancer la compétitivité de l'UE, aucune n'a été définitivement adoptée. Près de la moitié n'a même pas encore été étudiée. Et 25% en sont juste à l'état de discussion sans plan d'action. Muriel, ce que tu nous exposes là n'est pas très positif pour 2026. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles à attendre pour l'économie européenne ? Alors oui, on peut espérer qu'elle sera malgré tout soutenue par ces investissements allemands dont nous parlions, et plus largement par l'effort de réarmement en Europe. Côté investissement privé, les entreprises vont continuer de dépenser dans l'IA notamment. La bonne surprise, ce serait surtout que le taux d'épargne, qui est très élevé en Europe, diminue au profit d'une reprise de la consommation des ménages, dans un environnement où l'inflation devrait rester contenue autour de 2%. Et on attend aussi une poursuite de la baisse du taux de chômage en Europe. On va donc surveiller tous ces indicateurs en 2026. Merci Muriel pour tes explications. Merci Charlotte, à bientôt. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode et tous les précédents. Merci pour votre fidélité depuis plus de 4 ans. En cette fin 2025, la loupe va définitivement s'arrêter, mais ne vous inquiétez pas, en janvier, nous serons de retour avec de nouveaux projets, de nouveaux podcasts à écouter sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify ou encore Apple Podcasts. On parlera toujours d'enjeux européens et internationaux, de défense et même d'espionnage. Je vous donne rendez-vous la semaine du 5 janvier pour découvrir tout ça. En attendant, toute la rédaction de l'Express et l'équipe des podcasts en particulier vous souhaitent de très belles fêtes.